confraternellement, pour commencer, le viol entre faits et calomnies. La marge d'erreur de jugement n'est pas mince. Une simple accusation peut en effet faire basculer une vie, tout comme l'acte avéré ou non accouche souvent, pour ne pas dire toujours, d'un traumatisme à vie. Notre consoeur Diatou Cissé Koulibaly, Diatou Cissé analysera la situation avec nous. Coin Éco se penche ce dimanche sur la fête du mouton. Tabaski en deux du coronavirus, un rayon de soleil attendu cette année à la faveur d'une résilience face à la crise sanitaire. Mamadou Ndiaye s'entretiendra avec Dr Mamadou Ousseynou Sakho, secrétaire général du ministère de l'Élevage et des Productions Animales. Bouillon culture, qui ne connaît pas cette chanson populaire qui a traversé les générations jusqu'à la fin des années 80, eh bien, la mode ressuscite le pantalon bouffant ou Tchaya en Wolof. Toute une histoire, nous le verrons avec Abdourahmane Ly dans cette édition Thiès, capitale du rail sans locomotive. Le déclin du chemin de fer qui a sevré le Cayor d'une économie populaire, mais aussi de toute une culture autour du train. Tranche de vie nous ramène ce soir à la Tabaski chez le tailleur obligé de veiller toutes les nuits pour affronter le grand rush des clients. Notre sujet écologie alerte une énième fois, encore ce soir, sur le bouleversement des lois de la nature du fait de l'homme. L'été nous rappelle le réchauffement climatique de plus en plus palpable, notamment dans les pays les moins préparés. Bonne semaine refermera cette édition, bien entendu, de Total Dimanche. Un chef d'entreprise nous fera partager ses trucs et astuces pour passer une bonne semaine. Le 19h45 de Awa Diop en milieu d'édition. Bienvenue à tous. Le viol est un crime au Sénégal, vous le savez, et pourtant le phénomène ne semble pas reculer si l'on en croit l'actualité. Plus de 500 affaires de viol et de pédophilie ont été enregistrées depuis janvier 2020. Le viol, acte complexe, se situant le plus souvent entre faits et calomnies. C'est un sujet de Mohamedou Dian. La tentative de viol meurtrier sur Binta Camara à Tambacounda et celui d'une jeune fille de 16 ans au quartier R100 de Thiès ont conduit à la loi de criminalisation du viol au Sénégal. Désormais, les criminels risquent une peine pouvant aller de 10 ans à la perpétuité, mais que peut-on appeler viol? Le viol est défini par le code pénal sénégalais comme tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit, commis sur la personne d'autrui par contrainte, par surprise ou bien par menace. Donc quand on force une personne et qu'on entretient une relation sexuelle avec cette personne-là, oui, on peut considérer que c'est un viol. Avec la nouvelle loi criminalisant le viol et la pédophilie, le législateur a pris tout simplement l'option de corser les peines. Tous les hommes ne sont-ils pas dorénavant en sursis, se demande d'aucuns. Il faut faire confiance, je pense, aux magistrats qui sont dans les cours et tribunaux et qui appliquent la règle de droit. Je pense que ce sont des citoyens épris de justice qui sont dans ces cours et tribunaux et qui, à mon humble avis, vont appliquer la règle dans toute sa rigueur. Ce n'est pas pour rien qu'on donne au juge d'instruction vraiment toute la latitude de mener son enquête. L'instruction est illimitée étant donné que le viol est maintenant devenu un crime. Donc ce qui signifie que le juge d'instruction a toute la latitude vraiment de prendre le temps nécessaire de mener son enquête et de voir bien entendu où se situe la vérité pour dire qu'on n'a rien à craindre par rapport à cette loi. L'éclosion des mouvements féministes offre des résultats probants à la lutte contre le viol. Les féministes ne cautionnent pas les calomnies. Jamais, jamais. Nous serons toujours du côté de la justice. Donc si c'est une fausse accusation, je pense que la justice fera tout ce qu'il faut pour que la vérité soit élucidée. Et dans ce cas-là, il faudrait que la fille soit sanctionnée. Donc nous ne sommes pas dans cette dynamique. Si réellement il y a eu viol, eh oui, que la loi s'applique. S'il n'y a pas eu viol, bien entendu que la fille paye. La loi criminalisant le viol et la pédophilie a été votée le 30 décembre 2019. Certains citoyens redoutent une décision sous pression, une loi excessive qui risque d'emporter des innocents, selon eux. Plaisir et privilège d'accueillir ce soir Diatou Cissé, notre doyenne, journaliste et militante également pour les droits des femmes. Bien le bonsoir. Bonsoir Khalifa, merci. Je suis contente d'être avec vous Tout ce le plaisir soir est pour moi. Alors, tout d'abord, pourquoi, à votre avis, au Sénégal, on parle de plus en plus encore de viol, en dépit visiblement de la criminalisation de l'acte? Je pense que
d'abord, on parle du viol parce que la parole des femmes est libérée de plus en plus. Oui. Ça, c'est un fait dont il faut se féliciter. Il faut aussi reconnaître que la loi a été votée il n'y a pas longtemps. Donc, quant à son application, disons que ce n'est pas quand même une loi qui fait 3 ans même révolue. Et je pense aussi que ça sème quelque part la terreur dans les rangs des violeurs ou des potentiels violeurs, que ça fait autant de bruit. Je peux comprendre aussi que ce soit quelque part perçu comme une menace, particulièrement pour les hommes, parce que jusqu'à preuve du contraire, quand même, les femmes souffrent plus de viol que les hommes. Et donc, souvent, le viol est quelque part l'expression de la toute-puissance masculine sur les femmes. Je pense que l'un dans l'autre, tous ces éléments nous amènent à parler un peu du viol et de cette loi criminalisant le viol et la pédophilie. Ça aussi, on semble l'ouvrier. Tout à fait. Mais justement, le viol entre fait et calomnie, c'était la problématique du sujet de Mamadou Dieng. Donc, quand justement, ont estimé que cette criminalisation représente une épée de Damoclès pour les hommes, alors est-ce que cela révèle justement un vide dans cette loi en ce qui concerne notamment l'homme? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a un problème de perception. Peut-être que aussi nous les femmes, nous ne savons pas parler aux hommes. Je n'ai pas l'impression que cette loi, c'est une loi pour les femmes. Oui. C'est une loi pour la société sénégalaise. C'est une loi pour la sauvegarde des femmes et des enfants. Donc c'est une loi pour moi qui est absolument d'essence sociale. C'est pour l'équilibre de notre société que cette loi-là a été votée. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi on veut en faire tout un tas de problèmes. Et quand je dis peut-être nous ne savons pas parler aux hommes, parlons aux hommes en tant que père, parlons aux hommes en tant que frère, parlons aux hommes en tant qu'oncle. Aucun père de famille ici n'est prêt ou n'est disposé à tergiverser quand on viole sa fille. Parfaitement. Ni sa nièce, ni sa sœur. Donc je pense que les hommes doivent sortir de leur posture d'époux tout-puissant, quelque part antagonique avec les femmes, parce que je pense que ça fausse l'approche. Ils se mettent dans la peau du père, dans la peau du grand frère, dans la peau de l'oncle. Je pense qu'ils conviendront avec nous que cette loi, quand même, pour moi, elle n'est pas une loi à caractère féministe, elle n'est pas une loi contre les hommes, elle n'est pas une loi pour les femmes et les enfants, elle est une loi pour l'équilibre de notre société en général. Oui, mais justement, on positionne ou on situe le viol entre justement fait et calomnie, et du coup, que faire justement de l'instrumentalisation qui peut en être faite pour nuire, par exemple? Parce qu'il y a eu des accusations de viol qui ne se sont pas avérées par la suite. De quelle instrumentalisation on parle? Je pense que quand même, on a un système judiciaire. On a des juges formés pour dire le droit, pour interpréter le droit, pour faire des enquêtes, pour faire des recoupements avant de prendre une décision de droit. Mais, diable, pourquoi on devrait ruer dans les bagarres? Qu'on laisse. Je pense que les juges, ils ne sont ni à la solde des femmes, ni à la solde des enfants, ni à la solde des hommes. Faisons confiance à notre système. Les juges vont apprécier le droit et le dire. Et puis, Khalifa, toute loi quand même peut être sujette, je ne sais pas, à manipulation, à une utilisation tendancieuse. Il est arrivé qu'on s'est attaqué à des gens qui n'ont rien volé. Il est arrivé même qu'on ait tué des gens alors qu'on les a simplement pris pour des agresseurs. Il est arrivé qu'on ait descendu des gens parce que peut-être ils avaient l'air suspects. Pourquoi subitement, dans toute cette nomenclature-là de lois qui peuvent plus ou moins être perverties entre guillemets par le citoyen, je n'ai pas compris. Et je trouve que c'est déroutant. Alors c'est tout le sens du vide dont je parlais tout à l'heure, qui pourrait justement être à l'origine de cette crainte des hommes. Le vide qui pourrait, par exemple, si on prenait les dispositions de pouvoir sanctionner la personne qui a indexé quelqu'un
qui l'accusent de viol, alors que les faits ont démontré que ce n'était Mais pas le la cas. loi- Qu'est-ce que la loi prévoit la loi pour ce donne- genre de Si personnes? moi j'accuse quelqu'un de viol, parce que j'ai été tout simplement mal intentionné, ou que je manipule ma fille pour lui faire dire qu'elle a été violée pour un tel, mais si jamais ce monsieur-là est blanchi, il a quand même les moyens d'aller m'attaquer en justice c'est à la personne de faire la pour démarche. dénonciation calomnieuse, pour diffamation. Mais bien sûr aussi, On ne s'en relève pas on ne s'en relève pas très vite d'un procès pour Oui, viol, mais moi- surtout si l'on est innocent. Mais ce qui me préoccupe, c'est qu'on semble en faire plus pour peut-être un présumé violeur qui ne l'est pas. Ça existe. Des présumés violeurs qui ont été blanchis. Je le dis, ça existe. Mais est-ce que ça suffit? Et des violeurs qui n'ont pas la Oui, tête de mais l'emploi. est-ce que ça suffit? Oui. Est-ce que ça suffit quand même? Pour s'en prendre à une loi qui protège les femmes du viol et les enfants de la pédophilie, est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on évalue en termes d'impact sur l'intégrité physique et morale d'une femme ou d'un enfant, Oui. ce que c'est que d'être violé, ce que c'est que d'être possédé par un homme contre son consentement. Je pense que la loi, ce qu'elle vient rectifier et corriger pour prévenir, pour l'équilibre de notre société, moi je reste persuadée qu'elle est beaucoup plus importante pour notre équilibre à nous tous que des faits isolés où quelqu'un aurait été accusé de viol alors qu'il n'a pas violé. Je pense que la justice est parfaitement outillée pour débouter une femme qui, pour des raisons non avouées, accuserait quelqu'un de viol. Laissons la justice faire, mais ça n'enlève en rien C'est difficile à porter une accusation, même si elle ne s'avère pas Oui, mais à c'est la difficile fin. aussi. Difficile à porter au Sénégal. Mais c'est difficile aussi d'être violé. Mais parfaitement. C'est difficile On ne d'être s'en relève violé jamais. parce qu'on ne s'en relève jamais. Oui. On vous saccage votre vie, on vous saccage votre intégrité physique et morale, on vous perturbe pour toute votre vie. Oui. Je pense que la loi, les motivations et l'exposé des motifs de cette loi, encore une fois, il faut que nous tous, on sorte de nos peurs, de nos préjugés, pour dire que c'est une loi, à mon avis, qui protège la société. Moi, je suis sûre qu'un homme dont la fille est violée est forcément un homme qui est atteint dans sa dignité, qui est atteint dans son intégrité morale. Mais cette loi, c'est pas donc pour nous, comme j'ai dit, c'est pour les femmes et c'est pour les hommes, c'est pour la société sénégalaise. Au vu des chiffres qui grimpent, est-ce à dire qu'il n'y a pas eu suffisamment de sensibilisation ou de campagne, en tout cas, autour de cette loi pour mieux la vulgariser? Moi, je ne sais pas au nom de quoi on devrait contraindre les femmes à se lever pour vulgariser cette loi. À qui revient le rôle? Oui, mais à qui revient nous, on n'est pas le ministère de la Justice aussi. Peut-être il revient au ministère de la Justice qui vote des lois, qui renforce le corpus juridique sénégalais, qui a la mission d'expliquer aux citoyens sénégalais, puisque nul n'est censé ignorer la loi, pourquoi cette loi-là a été votée, quelles sont les dispositions de la loi, quels sont les recours possibles, et aussi quelle est la portée de cette loi au point de vue de la protection de la société en général. Je pense qu'on n'a absolument pas à mettre encore sur les épaules des femmes ou le mouvement des femmes de prendre leur bâton de pèlerin et d'aller expliquer une loi. Pour nous, cette loi, c'est un peu l'aboutissement d'une longue lutte. Non pas féministe, mais en faveur, je l'ai dit, de la protection de la société. Moi, je reste persuadée qu'on peut mesurer le degré d'humanité d'une société par la protection qu'elle apporte à ses femmes et à ses enfants. Et cette loi vient renforcer la protection des femmes et des enfants. Mais les femmes et les enfants, quand on les protège, mais quelque part on protège les hommes. Parce que quand on protège la famille, on renforce le sentiment de sécurité aussi des sérénité. Hommes. Et de sérénité des Tout à hommes. fait. Donc je dis que c'est une loi qui est d'essence sociale. Elle n'est ni pour les femmes, ni pour les hommes, ni contre les hommes. C'est une loi qui préserve, à mon avis, davantage l'équilibre de
notre société. Tout à fait. Alors les dernières violences en date au Sénégal sont parties justement d'une accusation de viol. Comment, selon vous, le Sénégalais lambda appréhende-t-il alors le viol à l'aune de la tournure de ces événements? Je pense qu'il y a un problème. Pour moi, le danger le plus présent en matière de viol, c'est de trouver des éléments de légitimation de l'acte. Rien, à mon avis, à mon sens, ne doit légitimer le passage à l'acte en matière de viol et de pédophilie. Qu'on ne me parle pas de promiscuité, qu'on ne me parle pas du port des femmes, qu'on ne me parle pas du maintien des femmes, qu'on ne me parle pas de détraqués, qu'on ne me parle pas de psychopathes. Rien ne peut justifier le viol. Maintenant, j'entends des gens théoriser la culture du viol. Je ne pense pas en fait qu'il s'agit d'une culture du viol. Mais on est d'une société qui, sous le couvert du masla et de la sutura, finalement, ne tranche aucun problème en fin de compte. Et je pense que dans un contexte de masla, de sutura, parce que parfois même la sutura, bien sûr le violeur en profite, mais parfois même on dit il faut accorder de la sutura à la fille ou à la femme qui est violée pour lui donner par exemple des chances de refaire sa vie et de se reconstruire. Mais comment, vu le tournure des événements, vous pensez que le Sénégalais lambda appréhende le viol, la gravité du viol? Oui, j'ai l'impression que la plupart du temps, et peut-être là je rejoins les théoriciens de la culture du viol, dans ce pays il y a toujours des explications. J'ai l'impression à chaque fois qu'il y a viol, on trouve des explications qui viennent finalement culpabiliser et écraser davantage la victime ou la présumée victime. Donc je pense que la société sénégalaise a un problème avec ça. Parce que ce ne sont pas les violés qui devaient mourir de honte ou qui devaient raser les murs. Il faut déplacer la honte sur les véritables coupables, c'est ceux qui ont été convaincus du délit de viol. Parce que selon nos normes sociales et nos normes légales, le viol quand même reste un délit. Alors moi j'ai le sentiment qu'au Sénégal, il y a une grosse permissivité par rapport aux violences faites aux femmes en général, dont le viol. On a un contexte juridique qui permet d'expliquer tout ça. Ce n'est pas seulement le Sénégal. Je sais que dans certains pays du Maghreb, si vous violez une fille, à la limite, vous pouvez d'office l'épouser. C'est la seule contrainte qu'on vous pose. Ici, on ne va pas jusqu'à cet extrême, mais je pense que on trouve toujours des explications, on légitime toujours, on fait toujours des transactions. Et ça, effectivement, il me semble que c'est une culture du viol. Maintenant, le problème change. J'en profite pour rendre un hommage appuyé à deux militantes qui ont beaucoup fait pour la promotion des droits des femmes, pour la lutte contre les violences. Je veux nommer Marie-Delphine Ndiaye, mais je veux nommer aussi Binta Sarr de la Professe. C'est Binta Sarr qui m'a dit il y a peut-être près de 2 décennies, parce qu'elle a eu un centre d'écoute pour les femmes victimes de violences et de viols. Et Binta Dieu et son âme m'a dit, tu sais, à chaque fois qu'une femme est violée ou violentée, très souvent, elles sont accompagnées au centre d'écoute par leur père, leur oncle ou leur grand frère. Et c'est eux qui sont plus déterminés même que la femme elle-même pour que cette affaire-là soit punie ou que ce soit que le coupable soit attrait en justice. Donc c'est beau. Tant qu'on n'est pas concerné, on peut trouver des arguments au viol, mais quand on est touché en tant que père, en tant qu'oncle, en tant que grand frère, on se rend compte que le viol est dévastateur et que personne ne devrait se permettre de légitimer le passage à l'acte par quelque argument que ce soit. Alors quel regard vous jetez en tant que professionnel des médias sur le traitement des affaires de viol dans la presse de façon générale? Il y a un gros problème. J'ai fait beaucoup de travail là-dessus, sur comment on rend compte dans la presse des questions de violence faites aux femmes, sur l'image des femmes dans les médias. L'approche reste très très sexiste. Quand je disais tout à l'heure,
les éléments de légitimation de l'acte, la presse aussi les relaie beaucoup. Mais il me semble qu'il y a une confusion grave. Oui. Il m'est arrivé, parce que j'ai travaillé sur la problématique de décortiquer des articles où le chroniqueur judiciaire se dit, la fille dit 14 ans, qu'elle a 14 ans, mais elle paraît beaucoup plus âgée que 14 ans. Ou d'autres disent, elle ne semblait pas avoir froid aux yeux. Ou d'autres disent, qu'est-ce qu'elle faisait dans la chambre du gars? Qu'est-ce qu'elle faisait dans la chambre du monsieur à telle heure? Pourquoi elle n'a rien dit au début? D'autres c'est un paramètre culturel. C'est un paramètre culturel, sexiste, patriarcal, qui renverse finalement, qui fait de la femme victime, principalement l'auteur ou l'aguicheur. On trouve tous les éléments qui indiqueraient que finalement, la femme a provoqué ce viol. Oui, alors justement, nous sommes pratiquement au terme de l'entretien. Alors, les viols qui sont tus sont certainement légion, parce qu'il y a beaucoup de facteurs, il y a tant de facteurs, vous l'avez insinué tantôt, qui imposent le silence, surtout quand il s'agit d'inceste, à peu près. Alors, quelle démarche pour amener justement les victimes de ce genre d'actes à parler? Je voulais saluer l'énorme travail de counseling, de coaching, que par exemple une association comme l'association des femmes juristes fait en termes d'accompagnement des victimes et de leurs familles. Et quand je dis la victime, c'est le père et la mère. Quand une fille est violée, le père est aussi impliqué que la mère dans les démarches. Mais malheureusement, c'est comme un travail décisif. À chaque fois que les gens font un counseling, il y a toujours les tractations en dessous. Et parfois, le masla, et parfois, il faut reconnaître qu'à tout point de vue, les parents sont désarmés. Ils sont désarmés parce qu'ils ont un sentiment de honte, parce qu'on a violé leur fille, de pauvres, ça les fragilise. Ils ont le sentiment que les démarches en justice prennent trop de temps, et très souvent, c'est peut-être excessif, il arrive que au moment d'engager la procédure, que le bourreau, le violeur, se permette de venir dire, je viens faire du dampaï, il donne un 100 000 ou un 200 000, ou dans une famille absolument démunie, ça peut les déstabiliser. Donc il y a toujours les facteurs culturels. Mais quid de l'action publique dans ce cas de figure? Oui, mais une fois que le dossier est en justice, je pense que le viol est un délit qui est réprimé. La pédophilie est un délit qui est réprimé. Comme vous dites exactement, le tribunal, même si la partie civile désiste, je ne suis pas juriste, mais je suis fondée à dire que l'action publique n'est pas éteinte. Parce que cette personne-là, quand même, a touché aux normes sociales, a transgressé des normes, et de sorte quand même à perturber quelque part la société. Cette personne-là, je pense que quelle que soit la procédure, quelle que soit la situation, doit être poursuivie. Mais hélas, très souvent aussi, il faut le reconnaître, à la décharge des juges, parfois les dossiers n'arrivent même pas au tribunal. Merci beaucoup. Merci Diatou Cissé, notre doyenne, journaliste, mais également militante pour les droits des femmes. La suite de la totale tout de suite. La communauté musulmane au Sénégal célèbre l'Aïd el-Kabir, la Tabaski, pour la deuxième fois consécutive en présence du coronavirus. Cette année, fort heureusement, les prévisions sont plutôt favorables, plutôt bonnes. 810 000 têtes, dont 260 000 attendues à Dakar pour les besoins de cette fête de l'Aïd el-Kabir, un approvisionnement correct grâce à une résilience face à la crise sanitaire. Docteur Mamadou Ousseynou Sakho, secrétaire général du ministère de l'Élevage et des Productions Animales, sera tout à l'heure avec Mamadou Ndiaye pour aborder la problématique juste après ce sujet de Augustin Mandang et de Aïssatou Kane. Regardez. 33 points de vente qui seront nettoyés, éclairés avec des citernes pour l'abreuvement des animaux. Le chef de service régional de l'élevage a dévoilé le dispositif à quelques jours de la Tabaski. Le ministère de l'Élevage et des Productions Animales est en train de travailler
pour assurer un bon approvisionnement du marché en moutons. D'abord, il y a la circulaire de M. le Président de la République qui a été prise pour l'exonération des droits et taxes sur les animaux. Il y a aussi l'assouplissement du contrôle des animaux, mais également la tolérance à bord des camions de 3 bergers. Il y a aussi au niveau de la région de Dakar, 33 points de vente ont été donc autorisés. Nous sommes en train donc de faire présentement l'aménagement des points de vente. Le propriétaire de la bergerie Galoya écoule ses moutons à une clientèle spécifique. Selon lui, les gens achètent moins les moutons de race et les prix de plusieurs denrées ont augmenté. Les ventes ont quand même chuté lourdement. Et l'autre problème, c'est que paradoxalement, les intrants ont augmenté. Le prix de l'aliment de bétail a augmenté, le prix de la paille d'arachide a augmenté, avec les taxes, les factures, parce qu'on paye des factures aussi, les factures d'électricité, d'eau, de téléphone ont augmenté. Donc les charges ont augmenté pendant que les revenus ont diminué. Donc on est fortement impacté par la situation. Dans le cadre du programme de résilience et des conventions de crédit, le Fonds d'appui à la stabilisation FONSTAB permettrait de financer les éleveurs. Un fonds qui est là, qui existe, qui fonctionne, qui n'est pas mis seulement uniquement pour la Tabaski. Et ce fonds est toujours là. C'est le Fonds d'appui à la stabilisation, communément appelé FONSTAB. Et avec, vous parlez donc de la Covid, les éleveurs ont été dans le cadre donc, du programme de résilience, ont été accompagnés, tenant compte de l'impact lié à la pandémie. En raison de la promesse non tenue, l'année dernière, cet éleveur n'espère pas recevoir de soutien. L'année dernière, il y avait un fonds qui était annoncé. Hein. Le fonds, il était annoncé. Mais finalement, le fonds n'était pas parvenu à la majorité des éleveurs. Il y a quelques rares des éleveurs qui en ont bénéficié. Pas encore entendu parler de ce type de financement. Peut-être qu'individuellement, il y a des éleveurs qui ont sollicité peut-être leur banque ou leur mutuelle ou quelque chose comme ça. Bon, je n'en sais rien. Mais par rapport aux associations, on ne nous a pas encore saisi officiellement. L'édition 2021 de la fête du sacrifice compose une année de plus avec la Covid-19. Avec l'augmentation de l'offre locale et l'ouverture des frontières, il y aura assez de monde, estiment nos interlocuteurs. Coin économie de Total dimanche après le sujet l'entretien. Ce soir, Dr Mamadou Ousseynou Sarrou du ministère de l'élevage et des productions animales. Il en est le secrétaire général. Mamadou Ndiaye, je vous laisse accueillir votre invité. Oui, un invité Khalifa, merci, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Sarrou, bonsoir. Bonsoir. À nos téléspectateurs, vous êtes présent dans l'élevage depuis plus de bientôt 40 ans. Vous êtes un amoureux de l'élevage, mais en même temps aussi, peut-être, vous êtes un passionné de l'élevage. Alors, à la suite justement de cet élément, peut-on dire que notre pays est un pays d'élevage? Oui, je crois que le Sénégal, quand même, l'élevage est très important. Si l'on prend en référence simplement les statistiques de la NSD, c'est plus de 550 000 ménages qui font de l'élevage. Donc 29% déjà au niveau national. Et quand on prend dans le monde rural, c'est autour de 47%. Donc c'est extrêmement important. Et que déjà, il y a quelques années, quand on élaborait le PND et qu'on faisait l'évaluation du cheptel sur pied, mais c'était plus de 900 milliards de francs CFA sur pied. Donc vous dites que l'élevage, c'est une activité économique très importante. Et c'est ce qui a même fait que dans le cadre du plan Sénégal émergent, c'est donc des programmes qui sont inscrits et donc vraiment dans le plan d'action prioritaire. Le plan Sénégal émergent a répertorié un certain type d'élevage. Lesquels? Oui. Il faut dire qu'il y a déjà l'élevage à haute valeur ajoutée, donc qui concerne le lait, donc le truc intensif et l'aviculture. Mais ensuite, il y a des programmes de soutien aux plus vulnérables également qui se trouvent dedans. Également pour le lait, la modernisation de l'élevage et l'aviculture traditionnelle. Donc ça, c'est des programmes 4 qui sont inscrits, en plus maintenant du programme à valeur ajoutée qui vraiment fait appel à
l'intervention des privés. Alors, tout ceci réuni, quelles sont les forces et les faiblesses justement de notre secteur d'élevage? Oui, les forces d'élevage, déjà, je l'ai dit, on a un cheptel assez important. Oui. Ça, c'est un. Donc, nous avons un des pays d'Afrique, donc vraiment qui a l'administration des services publics les plus structurés. Quand on a au niveau de chaque région, de chaque département, un service donc vétérinaire d'élevage, et plus de 250, déjà c'est un atout. On a l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaires qui est implantée, qui forme des vétérinaires. Nous avons l'école des cadres ruraux de Bambey, l'ENSA. Donc tout ça, ce sont des éléments, des atouts importants, je crois, pour l'élevage du Sénégal. Maintenant, un peu la faiblesse, vraiment, il y a le manque de professionnalisme. Donc le manque de formation et le niveau d'investissement qui est faible autant public que privé. Je crois que ça, c'est des questions essentielles donc, sur lesquelles il va falloir travailler. Parce que comme on le dit, l'élevage par essence c'est une activité économique consistant à produire des animaux pour la satisfaction des besoins. C'est ça. Donc vraiment la définition de l'élevage. Et comme que c'est ça, que devons-nous faire pour en faire une activité économique? Qu'il ne soit pas une activité pour quelqu'un qui a un besoin, lui, qu'il va vendre. Donc il dit que voilà les besoins des populations, je pars satisfaire les besoins des populations. Donc vraiment, c'est vers ce type de produit que nous devons aller. Je vais vous poser une question, mais qui va faire sourire Khalifa. Sommes-nous prêts à satisfaire donc la demande en matière de moutons de Tabaski? On peut le faire, mais ce ne sera pas dans le court terme. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a un déficit structurel qui est là. Comme vous le savez, les productions animales, le cheptel, nous avons un cheptel qui tourne autour de 7 millions 200. Or, la population humaine, on est plus de 16 millions. Dans ce cheptel-là, il n'y a que les mâles qui sont abattus au niveau de la Tabaski. Et qu'il n'y a que des mâles qui sont abattus. À chaque naissance d'un musulman, un bélier abattu. Ce qui fait que quand nous arrivons à la Tabaski, ça veut dire que le stock de béliers n'est plus suffisant pour couvrir. Il nous faut, ça veut dire le court terme, importer des animaux sans parler des autres fêtes religieuses. Qui c'est pas une formule qu'on va abattre, donc il y a beaucoup de fêtes où on utilise beaucoup de masse. Ce qui fait qu'il y a une pression énorme des populations sur le cheptel qui fait qu'à l'arrivée de la Tabaski, il n'y a plus assez d'amas. Nous en avons parce que il n'y a plus peut-être le disponible, il y en a, mais il nous faut importer, quand on le dit, quand on pense près de 300 000 moutons pour équilibrer le marché, pour qu'il n'y ait pas de tension. C'est pourquoi nous nous ouvrons. Je vous l'ai dit, par exemple, vous allez au niveau de la Mauritanie. La Mauritanie, c'est un pays pourvoyeur de millions. Pourquoi? Ils ont environ 11 millions d'ouvriers. Et ça, il faut aller sur le site FAO, ça l'envoie. Et leur population tourne autour de 4 millions. Vous avez vu déjà la différence. Oui. Nous, on est plus. Vous allez au niveau du Mali. Ils ont environ 19 millions. Là-bas, c'est l'équilibre entre le cheptel et la population. Et que le Mali également, on dit le Mali, mais également le Mali, c'est une centrale au niveau du couloir ouest. Parce que le Niger, le Burkina, tout ça, c'est des pays d'élevage, de grands pays d'élevage également qui versent là-bas. Ce qui fait que, donc moi je dis que c'est comme je te dis, maintenant nous devons travailler sur la production et ne pas simplement attendre une opération. Ça, c'est le rôle du privé, c'est pas l'État. L'État, il met les mécanismes. Oui. J'ai entendu tout de suite qui vient de passer, l'inspecteur dire que le fonds a mis de l'argent, on a mis certaines ici 1,4 milliard. Là, parce que le fonds c'est seulement au niveau du... J'ai entendu mon avocat dire qu'ils n'ont encore rien entendu pour les fonds. Mais je crois que l'association, il ne doit pas attendre qu'on lui dise des fonds. Il doit aller à l'attaque, voir qu'est-ce que ça passe, formuler attendre, faire de la reproduction et satisfaire le marché. Alors, Ndiaye, on voit de plus en plus des bergeries, disons, de luxe, n'est-ce pas? Alors, comment justement promouvoir des bergeries pour les tchogol, pour ainsi dire? Ouais. Ça veut dire, ces bergeries de luxe, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'on ne voit pas des moutons, qu'on voit de la semence. Ça veut dire que c'est des animaux qui sont là, qui sont des animaux de haute valeur génétique. Quand on parle d'un animal, 20 millions, mais pas accessible. Oui. Mais c'est que le problème, et c'est ce que fait le ministère depuis, nous achetons des mâles, nous l'État, et nous appuyons les éleveurs dans le monde rural. Nous donnons pour qu'ils puissent croiser avec
leur brebis local. Ce qui fait qu'ils sont voilà, comme géniteurs. Ça, chaque année, nous en achetons et nous en mettons. Mais il nous faut encore faire beaucoup plus. Mais c'est que nous sommes un petit pays où il y a beaucoup de besoins, nous, par rapport à ce que nous faisons. Bon, nous mettons, mais je crois que de plus en plus, il faut que le privé, donc vraiment, se mette donc à reproduire, à faire de la reproduction, parce que ça c'est essentiel. Parce qu'il faut reproduire, il faut diminuer, ça veut dire le temps de gestion. Parce que l'animal c'est une usine. Ça veut dire qu'il produit, il ne doit pas cesser de produire. Donc faisons le prêt, que les gens disent que si j'ai une brebis, donc en 3 ans, et en 2 ans, il m'a fait 3 gestations. Et c'est des choses possibles avec des brebis, c'est déposé avec la reproduction. Mais comme je le dis, il faut s'y prendre à temps. Je le dis souvent. Moi, je vous ai dit quand on était que je suis de Saint-Louis. Oui. Quand j'étais très jeune, les animaux comme les mours là, les gens ne les aimaient pas beaucoup. C'était des moutons à poils longs, ras, noirs, qu'on rasait. Les gens n'aimaient pas. Mais aujourd'hui, vous voyez les animaux de ces mours là. C'est tous des animaux de robe blanche, parce que c'est ce que veut le Sénégal. Et ils travaillent en fonction. Ils se sont adaptés donc à la demande sénégalaise. À la demande sénégalaise. Voilà. C'est ce que nous devons avoir. Ça dit que qui dit que voilà la demande sénégalaise, je travaille en fonction, voilà les besoins, je fais en sorte que ces besoins, moi, Sénégalais, je le couvre. Alors maintenant, qu'attendent les Sénégalais justement pour maintenant satisfaire leur propre demande et puis à la limite même repousser aux frontières, disons, cette invasion de... C'est ça, c'est ce que veut l'État. Il me semble qu'il y a un préalable, c'est déjà évaluer le gap et voir comment apporter Ils le savent, le gap, ils le connaissent. Je dis que nous, je sais qu'on l'a dit, la tabaski c'est 810 000, ça c'est le marché. C'est-à-dire que le marché, si on a 810 000, on le sait. On sait que des observations que nous avons faites depuis 2005, qu'à chaque fois qu'on a importé moins de 300 000, ce qu'on est passé, on a eu des tensions. L'année passée, on a importé moins, il n'y a pas. Ce qui veut dire que la production locale est en train d'augmenter. Ça veut dire que les gens doivent savoir que nous avons besoin de 810 000, organisons pour que ces 810 000, nous les produisons pendant la tabaski. Je crois que ça c'est essentiel. Est-il vrai que nous mangeons de la mauvaise viande? Bon, nous mangeons de la mauvaise viande. Moi je crois que quand même, pour la viande qui sont des abattoirs, nous avons des vétérinaires qui ne font que ça, le service de santé au niveau des abattoirs. Au niveau de Dakar, donc toute la viande qui est consommée, qui sort de cet abattoir, ça on dit que cette viande-là. Maintenant, si les gens vont se ravitailler autre part, ça c'est autre chose. Mais normalement, tous les points de vente agréés par l'État ne doivent vendre que de la viande issue des abattoirs. C'est pourquoi, c'est très complexe ce que vous dites là. Ça veut dire que c'est pourquoi, véritablement, il faut plus de lutte, moins d'abattage clandestin. Et plus d'organisation. Pourquoi? Parce que l'abattage clandestin, c'est quand l'animal est volé, quand l'animal est malade, quand l'animal on a soigné, on n'y parvient plus, on abat, on le met. Donc nous invitons les populations pour leur dire que si vous achetez auprès d'un boucher qui est agréé, achetez de la viande qui provient véritablement des abattoirs, qui est estampillé vraiment avec la marque. Je crois que ça c'est essentiel. Mais si on vend sur des gens qui ne sont pas passés aux abattoirs, ça pose des problèmes de santé, des problèmes, je le dis aujourd'hui, le problème de la résistance aux antimicrobiens est quelque chose de réel au niveau de tous les aliments. Il faut que les gens fassent très attention par rapport à ce qu'ils achètent et qu'ils achètent vraiment au niveau des marchés où c'est sûr que cette viande-là est contrôlée. Donc c'est ce que nous pouvons dire par rapport à cela, quoi. Alors il semble que vous êtes connu pour être un adepte de l'agropastoralisme. Si vous confirmez que réveille justement ce concept. Non, c'est-à-dire il faut. Quand, je crois qu'en parlant d'agropastoralisme, vous ne pensez pas à agrobusiness. Parce que je vais y venir. Ça veut dire il y a deux choses qui sont importantes. Ça veut dire que ça c'est moi je suis adepte. Ça veut dire la politique de l'élevage du Sénégal, qui dit qu'on a un élevage système pastoral, un élevage système agropastoral, si c'est ça l'agropastoralisme, un élevage périurbain. Maintenant, nous, ce que nous devons faire, c'est d'améliorer la productivité et la compétitivité au niveau de ces 3 systèmes d'élevage. En faisant quoi, ce que nous sommes en train de faire? Et faire en sorte que les unités pastorales qui sont en train, aujourd'hui, il y a plus d'une 50aine, tous les projets-là que nous avons au niveau de la zone sociale, c'est mettre en place des unités pastorales, faire en sorte que les gens gèrent mieux les ressources pastorales, gèrent mieux l'eau, et est-ce que vous avez vu pour produire mieux? Donc ça, c'est ça.
Maintenant, il faut faire davantage pour que ces gens, comme je dis, soient véritablement se modernisent. Ça veut dire que fassent des stockages, disent que moi, voilà le marché où je dois gagner. Ça, c'est important. Oui. Mais vous le voyez, chaque fois, le prix de la viande est extrêmement cher. Pourquoi? C'est à cause du système d'élevage. Les gens font la transhumance, les animaux partent, les animaux perdent du poids, ils ne peuvent plus être sur le marché. Les gens, donc vraiment, l'offre est réduite et du coup, le prix de la viande est cher. Donc, nous devons avoir des producteurs aujourd'hui qui disent que moi, je travaille, même si c'est le système, en fonction du marché. Si c'est ça l'agropastoral, ok. Donc, qu'ils travaillent en fonction de ça. Les gens qui sont dans le système agropastoral ou l'agriculture, et c'est ça l'agropastoral, c'est-à-dire que c'est l'agriculture et l'élevage qui doivent être ensemble. Ah oui, on ne doit pas les dissocier. Ah non, ça veut dire que, donc déjà, pour faire un élevage, tout ce qu'on dit, la charité, ça veut dire qu'il faut allier les deux. Il faut faire de la culture fourragère. La culture fourragère, c'est de l'agriculture. Mais on a l'impression peut-être que les deux secteurs sont en cohabitation permanente. Parce que, d'abord, l'espace d'évolution de l'élevage s'est réduit à cause justement de l'extension des champs. Mais en même temps aussi, il y a une urbanisation galopante également qui fait que les chantiers, les sentiers se réduisent comme pour chagrin. Comment arriver à concilier les deux? Ça, c'est un grand problème. Ça veut dire qu'on est dans un pays où on sait que nous avons besoin et de l'élevage et de l'agriculture. Et en plus de cela, ça veut dire que l'agriculture, tout ce qui est résultat agricole, que l'homme ne peut pas manger, l'animal peut le transporter en viande et en lait. Donc, ce qui veut dire que les deux, on doit travailler pour qu'on existe. Il faut que les animaux aient des couloirs pour passer. Il faut que les animaux aient des couloirs pour accéder à l'eau. Mais ça, véritablement, c'est au niveau de chaque commune, au niveau de chaque autorité administrative où ce travail-là doit être fait. Maintenant, le décret que nous avions quand même date des années 80, le 8268, qui organise les parcours, ce n'est plus d'actualité parce que déjà les couloirs, les espaces qu'on disait ne peuvent plus être. C'est pourquoi nous avons eu à élaborer le projet de code pastoral qui également a fait un long circuit. Je crois que maintenant c'est remis, on croit bien que c'est inscrit dans l'agenda gouvernemental. Donc ça, c'est en train de circuler. Je crois que ça, si c'est adopté, ça va permettre d'avoir une réglementation actuelle qui doit être véritablement acceptée par tout le monde et qui doit être appliqué par tout le monde. Si on le fait, je crois que ce serait une chose exceptionnelle. Alors, Khalifa, deux petites questions. Pour deux petites questions. Oui. La première, c'est Ngaye Mékhé. Est-ce que le Sénégal a une politique de l'élevage qui ferait sans doute plus tard de Ngaye Mékhé la capitale de la peau, du cuir? Oui, ça même c'est dans le plan d'aménagement du territoire. Oui. C'est l'idée qu'il y a, ça veut dire de mettre au niveau de Mékhé, véritablement une grande tannerie, usine de traitement. Quand on prend tout ce qui se passe, comme à Touba, les magal, les nombres d'animaux abattus, tout ça c'est des cuirs qu'il faut valoriser. Au lieu maintenant véritablement d'importer, d'exporter les cuirs vers les pays africains qui mangent la peau, je crois que nous avons intérêt à mettre en place ces unités. Ça va créer de l'emploi. Et en amont de cette petite question, une autre petite question, c'est que faire pour que, d'abord en amont, il y ait un bon dépeçage des bêtes pour avoir justement des peaux faciles à tanner. Et récupérer aussi les cornes plus les sabots, parce qu'il paraît qu'il y a un Pakistanais qui dévore l'ensemble des déchets pour faire justement des boutons. Rien ne se perd. Rien ne se perd. C'est ça, c'est le privé. Ça, c'est pas l'État. Ça veut dire que depuis 1995... Mais c'est à l'État de créer le cadre. De créer le cadre. Je dis que depuis 1995, l'État s'est départi des fonctions de production et des fonctions marchandes. C'est au privé de la fête. Comme vous dites, il disait, c'est pourquoi nous avons mis au niveau du ministère le programme d'amélioration du peau, qui aide les tanneuses, qui aident les gens à mieux dépecer, qui ont une peau de qualité. Mais maintenant, l'État ne peut plus lui-même ramasser des peaux. Il faut que des privés soient là qui ramassent des peaux. Donc les impôts, et d'ailleurs c'est pourquoi nous avons dit, parce que nous avons tout essayé, nous avons fait le développement. En 2017, on a tenu un conseil interministériel sur le financement de l'élevage. Mais on s'est dit, on va aller cette fois-ci plus loin. Et donc, avec le ministre, il a dit qu'il va faire un forum sur les opportunités d'investissement. Vraiment pour attirer le secteur privé. A dit que c'était à devenir investir. Nous, on le dit que voilà les cahiers que vous avez, voilà les informations dont vous avez besoin. Nous pouvons vous accompagner dans la formulation des projets. Nous pouvons vous accueillir dans les réformes. Mais c'est à vous de produire, c'est pas à l'État. Voilà. Donc, je crois que ça, c'est un problème sur lequel il va falloir qu'on travaille. Voilà. Khalifa, la passion est contagieuse. Parfaitement. Merci beaucoup, merci Mamadou Ndiaye. Merci Mamadou Ousseynou Sakho, secrétaire général du ministère
de l'élevage et des productions animales. Et nous retrouvons tout de suite Awa Diop dans notre studio pour le 19h45. Awa, bien le bonsoir, nous nous retrouvons juste après ce bulletin d'information pour la suite de la Totale dimanche. Cap sur Thiès. Thiès est une région privée de sa serre nourricière depuis bien des années. Le chemin de fer qui a depuis l'époque coloniale porté une économie qui a gravité autour du train pendant des décennies. C'est un reportage nostalgique de Isidore Alexandre Sen. Cette femme a soufflé 95 bougies et est témoin des années florissantes où le train faisait vivre son homme. C'est ici que j'ai grandi et tout ce que j'ai, c'est ici que je l'ai eu. À l'époque, c'était des trains à vapeur. Le train roulait grâce au charbon de bois. C'était une très belle époque pour nous qui n'avions pas assez de moyens. C'est grâce au train que nous gérions nos foyers. À la gare ferroviaire de Thiès, les souvenirs sont beaux, mais l'ambiance de l'arrivée des trains est absente. Les gens venaient de partout. Tous les habitants des villages aux alentours venaient s'approvisionner ici. Khombol, Thiénaba, Tivaouane, Pout, ils venaient de partout. Le commerce et le transport me manquent beaucoup. Chacun y trouvait son compte. Qu'ils nous ramènent le train, il nous manque trop. De Koussanar à Dakar, en passant par Thiès, sans oublier Saint-Louis et Tivaouane, le train sifflait emploi et économie, direct comme indirect. C'était une atmosphère extraordinaire. Je me rappelle en ce moment, c'était vers les 26, 27 comme ça qu'on recevait les salaires. La coopérative des cheminots avec l'ambiance de récupération des denrées mensuelles des travailleurs. Puis à la veille de la Tabaski, pareillement, il y avait des wagons qui venaient du Mali pour amener les bétaillères, des moutons. Et les syndicats même avaient des coopératives de distribution de moutons. Vraiment, cette ambiance, on ne peut plus l'oublier. Mais c'est malheureux pour nous que nous vivons ces moments-là. Pour Madiop Diakhaté, il y avait aussi la diplomatie du train. Le Mali ne dispose pas de port. Donc, tout ce que le Mali consommait, passé en grande partie par le chemin de fer. À Thiès, les trains voyageurs sont à l'arrêt depuis le début des années 2000. La liaison Dakar-Bamako aussi est à la gare depuis 2007. Mais l'espoir est permis puisque le chef de l'État a encore annoncé la reprise des activités sous peu. Je commence à prendre de l'âge. Je vais partir bientôt à la retraite, mais j'aimerais bien revivre l'ambiance de l'arrivée du train avant de partir. Le pantalon bouffon ou tchaya wolof, une identité culturelle, mais aussi une tenue de scène. Le tchaya qui refait surface et trouve une place au soleil justement dans la mode au Sénégal à l'heure actuelle. Aujourd'hui, le pantalon assez spécial n'est plus que l'apanage des danseurs ou encore des morts ou même personnes âgées. Les jeunes en rangent dans leur dressing. Reportage de Augustin Mandang et Abdourahmane Ly sur ce plateau que nous retrouvons juste après. Regardez. À la question de savoir qui porte encore le pantalon bouffon ou encore le tchaya en wolof, Al-Hassan John Taïr répond les adultes pour ne pas dire les personnes âgées. Les commandes de pantalons bouffants que je reçois la plupart du temps me viennent des personnes âgées. Les jeunes préfèrent les tenues du genre près du corps. Et comme vous le savez, un tchaya près du corps, ça n'existe nulle part. Et pourtant, sur le terrain, le constat est tout autre. Que des jeunes qui en portent à l'image de Cheikhouna Ahmadou Diagne. Ils nous livrent les raisons de ce choix vestimentaire. J'aime bien porter le tchaya, surtout en période de la chaleur là, parce qu'il a la particularité d'avoir un entrejambe assez large. Donc avec la chaleur, je me sens bien à l'aise. Et c'est une tendance et beaucoup de personnes aiment ça. Les Sénégalais aiment porter les tchaya, les pantalons. C'est une tendance, les gens aiment ça. Une idée lui trotte d'ailleurs dans la tête, la mise sur pied d'une entreprise commerciale spécialisée. En voici un autre, peut-être pas si jeune, mais qui a cette habitude vestimentaire depuis sa tendre enfance.
Vous savez, monsieur, je suis un grand amateur de Tchaya. Il arrive d'ailleurs que je sois très exigeant sur ça et avec les tailleurs et avec les vendeurs de tissus. J'ai également entendu un de nos aînés dire que tous ceux qui ont adopté le Tchaya comme style vestimentaire ne vont jamais souffrir d'impuissance sexuelle. Je vais vous dire, je suis également maître coranique et tous les habits que je confectionne pour mes élèves sont des Tchaya. Une identité culturelle aux yeux d'Ahmadoulo. Se basant sur la tradition orale, il nous révèle d'où ce style vestimentaire tient ses racines. C'est une question de culture. Ce sont nos ancêtres qui avaient l'habitude de porter les tchaya. En ces temps-là, il n'y avait pas cette floraison de tailleurs comme constaté aujourd'hui. Ils les confectionnaient à la main grâce à des aiguilles. C'est en réalité pour faire le distinguo entre notre culture et celle des Européens. Dans d'autres recoins de Dakar, ce style vestimentaire traditionnel est conjugué au présent. Une mode aux couleurs africaines, au grand bonheur des amateurs. Abdourahmane, bien le bonsoir. Vous êtes venu à Tchaya, j'espère, ce soir. Non, malheureusement. Malheureusement. En tout cas, c'est tendance. Alors, Abdourahmane, pour rebondir sur le sujet, quelle est l'origine du pantalon bouffant ou encore l'origine du Tchaya, ses racines? Effectivement, vous avez parlé de pantalon bouffant, vous avez parlé également de Tchaya. Sachez également ce style d'habillement a également une autre appellation qui est le sarouel. Sarouel, tout à fait, en français, qui signifie pantalon en arabe. Mais avec des bas. Effectivement, oui, effectivement. Alors, pour en venir à votre question, qui est de savoir l'origine un peu du Tchaya, alors il faut savoir que le sarouel vient un peu de la Perse. Tient ses racines de la Perse, exactement, disons, en Iran, l'actuel Iran, la Perse. Alors, il faut également souligner que cela a pu être possible grâce à la route de la soie. La route de la soie, c'était deuxième siècle, avant notre ère. Excusez-moi, je suis en train de buter. Alors, je vais être clair. C'est l'effet Tchaya? Très certainement. Alors, je vais être plus clair et plus explicite maintenant. Alors, le sarouel tient ses racines, disons, dans la Perse, de la Perse, oui. L'actuel Iran. Alors, il faut également préciser que cela a pu être possible tout simplement grâce à la route de la soie, effectivement. On l'a conclu aussi. Et ça, c'était au deuxième siècle avant notre ère. Oui. Voilà, ça aussi, je crois que vous avez compris. D'accord. Alors, et cela a pu, la propagation en tout cas du sarouel a pu se faire grâce à cette route-là. Et cette route-là, c'est au niveau de cette route-là où se rencontraient plusieurs commerçants de divers horizons qui venaient là-bas pour marchander ou bien vendre leurs produits. Effectivement. Donc cela s'est passé comme ça jusqu'à ce qu'on ait aujourd'hui notre fameux Tchaya ici au Sénégal. Et il faut également rappeler, avant que cela ait une propagation, j'ai envie de dire totale en Afrique, il y avait d'abord, cela a pu avoir une présence d'abord première, si je puis dire, en Afrique du Nord, disons dans les pays du Maghreb. Dans les pays, la Mauritanie aussi. Effectivement, oui. Très bien. Alors finalement, qui porte le Tchaya au Sénégal? Alors je vous ai entendu tout à l'heure le dire, le Tchaya, ce n'est plus l'apanage, disons, des personnes âgées, encore moins des danseurs. Des danseurs, ces artistes, tout simplement, oui, les morts. Alors, il faut dire que les jeunes également portent le Tchaya. Les plus jeunes également portent le Tchaya. Il faut dire les enfants même portent le Tchaya. Les parents confectionnent le Tchaya pour ces enfants-là. Il faut dire, comme je viens de le dire, donc, le Tchaya, ce n'est plus l'apanage des jeunes. Tout le monde en porte. Vous avez également entendu Cheikhouna Ahmadou Diagne qui dit vouloir mettre sur pied une boutique spécialisée dans la vente de Tchaya. C'est intéressant dans le sens où il faut dire que nous sommes en période de chaleur et l'objectif premier objectif du Tchaya, c'est lutter contre cette chaleur-là. Aujourd'hui, le temps a été très clément, il faut le dire, mais la chaleur persiste au niveau de Dakar, au niveau du Sénégal, et le Tchaya serait une bonne solution. Du monde entier, nous l'avons tout à l'heure avec Moustapha Gabar Diop dans le sujet écologie de ce dimanche. Merci beaucoup. Abdourahmane, reste avec nous. À quelques jours de la Tabaski, le mouton n'est pas bien entendu la seule préoccupation. Il est également de coutume
qu'hommes et femmes se mettent sur leur 31 et bonjour le tailleur. Fallou Tal tient son atelier au marché Nguelao. Il a très tôt quitté l'école, en effet, pour la couture. Aujourd'hui, il a trouvé son chemin et cette période est l'une des plus fastes dans son travail, mais aussi des plus difficiles. Céline Mbaye et Oumar Khan l'ont rencontré. Ses pieds ne quittent pas la pédale. Fallou n'a pas une seconde à perdre. Les commandes qu'il a enregistrées pour la Tabaski l'en empêchent. Une pression qu'il parvient tout de même à gérer grâce à son expérience. La pression n'est pas intense pour nous parce que nous sommes dans le métier depuis longtemps. Nous travaillons avec sérénité, quel que soit le nombre de clients qui viennent, nous parvenons à nous organiser. Là, les autres tailleurs ne sont pas encore venus parce qu'ils ont passé la nuit ici, à coudre. Si le client vient, il fait sa commande, puis on discute du prix. Si on tombe d'accord, on prend une note et nous lui donnons rendez-vous pour venir récupérer sa commande. Respecter les délais de livraison, il le faut. Les clients ne badinent pas avec les retards, surtout en période de fête. Parfois, nous tombons sur des clients qui ne sont pas du tout compréhensifs par rapport au délai de livraison. Certains ne supportent pas 5 secondes de retard de leur commande. C'est en 2004 que Fallou a appris le métier de tailleur, après avoir arrêté les études en classe de CM2. Aujourd'hui, il s'en sort bien et compte faire de son label Aldjouma Couture une marque de renommée dans l'habillement. J'ai arrêté les études en classe de CM2. Je ne voulais plus apprendre. Mon grand frère m'a alors dit d'arrêter et aller faire autre chose. C'est par la suite qu'un oncle m'a amené chez un de ces tailleurs. C'est celui-là qui m'a appris le métier de tailleur. Mon ambition est de faire connaître la marque Aldjouma Couture à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes à Niary Tally et tout le monde nous connaît ici. Comme Fallou, de nombreux tailleurs sont aujourd'hui débordés par les commandes qu'ils ont enregistrées pour la Tabaski. Des commandes qu'ils sont obligés de livrer à temps, quitte à passer la nuit dans les ateliers. Notre sujet écologie ce soir, je vous le disais, alerte une énième fois sur le bouleversement des lois de la nature du fait de la main de l'homme. L'été nous rappelle en effet le réchauffement climatique dont on parle tant à travers le monde et de plus en plus qui est palpable, notamment dans les pays les moins préparés. Un récit de ces phénomènes saisonniers amplifiés par le réchauffement climatique avec Moustapha Gabar Diop. 80,8 degrés Celsius. C'est le nouveau record de température terrestre enregistré cette année sur 2 sites, le désert de Lut en Iran et celui de Sonora au Mexique. Une chaleur extrême à l'image de la canicule historique faisant suffoquer actuellement l'Amérique du Nord sous l'effet du phénomène appelé dôme de chaleur. Au Canada, la température frôle par endroits les 50 degrés. La ville de Linton, près de Vancouver, a enregistré une température de 49,5 degrés. À Portland, aux États-Unis, le mercure est monté à 46,1 degrés. Une telle vague de chaleur n'est pas qu'une canicule et ces températures posent de vrais dangers pour la santé humaine. Des températures trop hautes peuvent être mortelles. Résultat, les services d'urgence sont sous tension au Canada. Du 25 au 28 juin, 233 morts subites liées à la chaleur ont été rapportées au Canada. De l'autre côté du globe, des dizaines de millions d'Indiens suffoquent eux aussi. La capitale New Delhi enregistre ses températures les plus élevées depuis 2012. Depuis 2010, les intenses vagues de chaleur que connaît le deuxième pays le plus peuplé du monde ont fait plus de 6500 morts. Les scientifiques redoutent que ce phénomène s'intensifie en raison du changement climatique. Le réchauffement planétaire et le dérèglement du climat ne sont plus des choses abstraites. La vague de chaleur vient rappeler
qu'en plus de devoir mitiger urgemment ces causes, il faut prévoir des adaptations dans les habitations et les infrastructures. Car le manque de préparation des pays qui ne sont pas habitués à la chaleur, comme le Canada, apparaît très marqué lors d'un épisode inédit comme celui-ci. Ce dimanche, la présidente directrice générale de l'Institut partage sa méthode pour passer une bonne semaine avec nous. Elle se déconnecte des réseaux sociaux pour se consacrer à sa famille, mais également à son agenda, à faire le point sur son agenda. Écoutez. Donc, ma méthode pour préparer une bonne semaine commence dès le week-end. C'est-à-dire que le vendredi, je lâche du lest. C'est-à-dire que vendredi soir, après le travail, j'éteins tout ce qui est ordinateur, portable, tablette, et je me consacre à mes proches, à ma famille. Je fais un petit dîner, je mange avec les enfants, j'essaie de regarder ce qu'ils ont fait dans la semaine. Je regarde le matériel qui manque, le matériel scolaire, s'ils n'ont pas une gomme, un crayon, tout le tralala, quoi. Voilà. Donc vraiment, il faut vraiment profiter de son week-end pour avoir une bonne semaine. Le samedi, naturellement, c'est les courses, le ménage, s'occuper de soi. C'est-à-dire, je peux aller faire un soin du visage, je peux aller à la piscine, je peux aller au sport. C'est important pour débuter ma semaine. Le dimanche, c'est la fin de la semaine. Dimanche, j'essaie d'anticiper sur le lundi, c'est-à-dire je fais ma mise en place pour le lundi, j'anticipe un peu, c'est-à-dire que je note les gros points, ce que je dois faire le lundi matin, je le prépare dès le dimanche soir. Si j'ai un conseil à donner pour passer une bonne semaine, c'est-à-dire qu'il faut se réveiller tous les jours avec un nouvel objectif et rester focus sur ces objectifs-là. Merci d'avoir suivi cette édition de Total Dimanche. Bonne semaine à tous et dimanche prochain, vous retrouvez Adama Anouchkaba, Inch'Allah, et à 21h ce soir à suivre sur ITV, JFD, Jeune Femme Dynamique avec Oussama Monique Sagna. Excellente soirée sur ITV, au revoir et bonne semaine.